What's up? Ici Antoine Bourassa, président fondateur chez Bourrasque Innovation. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment générer plus de 200 000 de revenus comme solopreneur dans ton entreprise, puis comment j'ai réussi à générer plus d'1 million de dollars de revenus dans ma carrière. Dans la vidéo, tu vas apprendre mon parcours entrepreneurial, comment comprendre ton expertise permet d'accélérer la croissance de ta micro-entreprise. Tu vas apprendre comment générer une offre irrésistible, comment te market sur les réseaux sociaux pour attirer des leads qualifiés, comment vendre sans avoir l'impression de vendre, l'importance de la stratégie de croissance dans le développement de ta micro-entreprise et finalement, comment utiliser le numérique comme levier de performance, de croissance et d'efficacité. Donc, mon parcours entrepreneurial, tout remonte à quand j'ai terminé l'école secondaire. Je voulais m'ouvrir le plus de portes possible, mais j'étais très perdu aussi. Je savais pas comment allait se dessiner mon avenir. Donc, pour m'ouvrir le maximum de portes, je suis allé en sciences santé au collège de Maisonneuve, où est-ce que j'ai passé la majorité de mon temps au local de musique à jammer avec mes amis puis avoir bien du fun, à boire de la bière. J'avais vraiment aucune idée comment ça allait terminer ma vie, mais j'avais ce feu-là, cette impression-là que je voulais contribuer à quelque chose de plus grand que nature. Sachant pas trop où aller par la suite à l'université, mais ma mère travaillait déjà au HEC, puis elle me dit, ben Antoine, va donc au HEC. Au moins, tu vas apprendre des connaissances qui vont te servir toute ta vie sur le fonctionnement d'une entreprise. Et c'est comme ça que je me suis ramassé au HEC. 3 des plus belles années que j'ai eues de ma vie, vraiment très arrosées, parsemées de parties, de sessions d'études à pu finir, d'intras, d'examens finaux. Je me suis fait vraiment un cercle d'amis super intéressant, mais aussi en parallèle, j'ai développé des gros problèmes de dépendance à l'alcool. C'était rendu que je buvais à chaque jour pour un peu oublier cette perte de sens-là que j'avais dans la vie. J'ai quand même réussi à graduer HEC en 3 ans et demi en profil marketing. J'avais écouté une vidéo de Matthew McConaughey qui disait que la vie, c'est comme un peu un process by elimination. Puis il a tout à fait raison. Dans le fond, même rendu au HEC, j'aimais pas la majorité des cours, sauf le marketing. Le marketing me permettait de faire valoir ma créativité, puis me permettait d'utiliser autant la logique que les émotions pour pouvoir transmettre un message, bâtir une brand et attirer des prospects qualifiés. Donc, tout ça pour dire qu'en sortant de l'université, ma première job a été de conseiller marketing chez April Marine, où est-ce que j'ai travaillé là près de 3 mois. Vraiment pas très longtemps. J'avais pas beaucoup de structure, il y avait pas beaucoup d'outils qui étaient à ma disposition aussi. J'aimais pas particulièrement cet emploi-là. Donc, par la suite, j'ai rejoint CGI, où est-ce que là, j'ai travaillé 2 ans comme conseiller au développement des affaires. J'ai vendu le système de paye Netris à des centaines d'entrepreneurs partout au Canada, où est-ce que j'ai adoré cette job-là. C'est là que je me suis fait les dents sur les approches de vente et surtout de la vente au téléphone, chose qui est très difficile à faire. Mais je me suis rendu compte que quand tu te focuses puis quand tu te donnes à fond, j'ai réussi à vendre plus d'1 million de revenus récurrents pour CGI en moins de 2 ans. Et je suis même allé jusqu'à Edmonton pour représenter CGI dans des salons de l'industrie. Pendant cette période-là, ma dépendance à l'alcool augmentait beaucoup jusqu'au jour où est-ce que j'ai eu un accident de la route. Je me suis cassé la clavicule et j'étais en arrêt de travail pendant 3 mois. À cette époque, mon ex me dit, écoute, c'est pas compliqué, si tu veux qu'on reste ensemble, il faut que tu arrêtes de consommer à 100%. Donc, j'ai pris la décision de me focusser sur moi-même, de prendre soin de moi. J'ai arrêté de consommer du jour au lendemain. Par conséquent, j'ai aussi changé de groupe d'amis et je me suis vraiment focusé sur moi-même et 3 mois plus tard a été la naissance de Bourrasque Innovation. Ça n'a pas été très rose, là. En commençant ma première année, j'ai eu le quart des revenus que je faisais comme consultant puis comme sous-traitant auprès de consultants seniors. J'ai fait 12 webinaires à chaque semaine pendant près de 3 mois en lien avec le design thinking, qui était cette approche-là de gestion de l'innovation que j'adorais. Mais j'avais aucune offre de service claire. J'y allais vraiment au gré le gré. Et ça, c'est une des premières leçons que j'ai eues, que dans le fond, faire du custom, faire du personnalisé quand tu es en consultation, c'est faisable, mais c'est pas l'affaire la plus rentable, puis c'est pas l'affaire qui mène le plus à la performance. Bref, la deuxième année, j'ai eu une croissance de 100%. Donc, j'ai eu 30 000 de revenus cette année-là. 11 mandats auprès d'organismes publics, de PME. Encore une fois, beaucoup de conception, de facilitation d'ateliers à la carte. On est doublé le nombre d'effectifs dans l'entreprise et j'ai offert 4 formations sur le design thinking que je vais t'en parler plus tard. Troisième année, on a eu une croissance de 600%. On a franchi le cap des 200 000 de revenus. J'ai eu 15 mandats auprès d'organismes publics, de PME. J'ai eu 3 mandats d'accompagnement également.
3 membres dans l'équipe, puis on a travaillé même sur un projet de zone d'innovation avec une ville du Québec. L'année numéro 4, une croissance de 40%, puis c'est à partir de cette année-là qu'on a raffiné un peu notre offre de service en 3 lignes de service. Une sur la transformation numérique, sur la planification stratégique et l'autre sur les formations en gestion de l'innovation. Et finalement, la 5e année, on a fait 22 mandats d'accompagnement et de formation. On a raffiné notre offre de service vers un offre d'accompagnement principal qui s'appelle Partenaire Croissance Innovation, parce qu'on accompagne nos clients pendant 1 an à élaborer et déployer leur plan stratégique. Et j'ai augmenté de 100% ma profitabilité et je me suis versé pour la première fois un salaire de 100 000 $. Et aujourd'hui, on a travaillé à plus de 100 mandats avec des organismes publics et privés tels que la CCQ, la Ville de Percé, l'Université de Montréal, Desjardins et j'en passe, avec une expertise variée tant au niveau vente, marketing, innovation, transformation numérique et stratégie. Le premier volet que je veux parler dans cette vidéo-là, c'est au niveau de l'expertise. Je me rappellerai toujours quand j'animais un focus group à Rouyn-Noranda, il y avait un VP d'une grande entreprise qui avait soulevé un point super intéressant puis qui disait, lorsque tu t'es perdu dans la forêt puis t'es tout seul, c'est quoi ton premier réflexe? C'est de voir c'est quoi tes acquis, c'est quoi tes compétences, c'est quoi tes forces, puis à partir de ça, tu viens bâtir là-dessus pour pouvoir essayer de te réorienter. Mais c'est le même principe lorsque tu te lances en entreprise. Quand tu te lances une entreprise, faut que tu connaisses tes forces. Faut que tu connaisses bien tes forces pour savoir où est-ce que je vais mettre mon temps, où est-ce que je suis déjà bon, qui va faire en sorte que je vais augmenter le taux de probabilité que mon entreprise réussisse. Et j'aime beaucoup aussi la notion d'ikigai. Quand tu veux développer ton entreprise, c'est un framework japonais qui vient expliquer un peu que pour trouver ta raison d'être, pour trouver ton purpose, ton why dans ta vie, c'est à l'intersection de différents volets. Tant à ce que tu aimes faire, ce que le monde a besoin, ce pourquoi pourriez être payé, puis finalement, dans quoi tu excelles, dans quoi tu es bon. Fait que prends le temps là, de réfléchir un petit peu. Si tu souhaites lancer ta micro-entreprise, te lancer à ton compte, fais un autodiagnostic de tes propres forces et faiblesses. Dans mon cas, mes forces, ça a toujours été les ventes, marketing, gestion de projet, innovation, créativité, AI, transformation numérique. Mais de l'autre côté, mes faiblesses, c'est la comptabilité. Par exemple, j'ai coulé mes 3 cours de comptabilité à l'université. Il a tout fallu que je les reprenne un à un. Les finances et les ressources humaines, chose que c'est vraiment pas un domaine que j'excelle, honnêtement. Il y a 3 façons de lancer ton entreprise. Soit que tu commences avec un enjeu que tu connais qui est bien défini sur le marché, que tu connais bien ce défi-là dans une industrie précise. Soit tu pars de ta profession, ton ancienne profession que tu as eue dans ta carrière, ou finalement, que tu pars d'une passion. Je te dirais que le plus simple, c'est d'y aller avec soit un enjeu ou une profession. Pourquoi? Parce qu'une passion, oui, tu peux en vivre, mais ça va demander vraiment beaucoup d'efforts, chose que c'est possible, mais c'est pas hyper facile. Deuxième volet que je veux te parler, c'est au niveau de l'offre. La majorité des entrepreneurs qui se lancent font face à ce foutu problème-là, le Shiny Object Syndrome. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quelqu'un qui, à chaque 2-3 mois, dit qu'il a eu la meilleure idée du siècle et recommence à nouveau. Donc, au lieu de focuser sur une offre qui répond à un problème réel, à un besoin criant auprès d'un marché précis, ils se disent toujours, oh non, OK, je vais changer parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui va se faire. Le fameux FOMO, le Fear of Missing Out. Mais le problème, c'est que quand tu recommences à chaque fois à zéro, ton progrès aussi recommence à zéro. Donc, tu perds le momentum, puis au final, c'est ça qui mène à l'essoufflement. Et moi, je te dirais que pendant mes 2 premières années, ça a été ça mon problème, le fameux Shiny Object Syndrome. Tandis que dans les 3 dernières années, on a focusé vraiment sur des offres de services précises, qu'on a venu standardiser l'ensemble des processus, qui fait en sorte que le progrès à travers le temps était beaucoup plus important également. Il y a 3 leviers de succès pour une PME, je te dirais. Premièrement, c'est le marché. Le marché, ce que je veux dire par là, est-ce que tu cibles un marché qui soit stagnant ou qui est en croissance? Je donne l'exemple. En pandémie, OK, si j'avais décidé de lancer une business qui vendait des papiers de toilette, même si les papiers de toilette auraient été pas bons, c'est sûr que ça aurait fonctionné parce que dans les épiceries, partout dans les supermarchés, il en manquait des papiers de toilette. Puis à l'inverse, si je lance une nouvelle innovation, un nouveau modèle d'affaires, une start-up dans le milieu des journaux papier, OK? Même si tu as la meilleure idée du monde, cette industrie-là, à chaque année, est en déclin d'environ 15 à 25 %. OK? Fait que même si tu as la meilleure idée, tu vas toujours aller à contre-courant. Donc, premier élément super important pour le marché, comprendre est-ce que ton marché est stagnant, la grosseur du marché,
ou est-ce que le marché est en croissance? Et ça va être un bon marché pour développer ta business. Deuxièmement, c'est au niveau de l'offre. Si tu as une bonne offre, tu n'as même pas besoin d'avoir de skills de persuasion, de vente, puis de négociation. Si tu as un bon marché puis tu as une excellente offre, ben le produit va se vendre par lui-même. Puis finalement, si tu as un marché qui est so-so, si tu as une offre qui est correcte, ben c'est là que tu vas vraiment avoir besoin de skills de persuasion très, très développés pour avoir du succès dans ta micro-entreprise. Puis comment venir choisir son marché cible? 4 différentes composantes. Premièrement, un enjeu, un besoin criant. Est-ce que ce que vous proposez vient répondre à un enjeu et un besoin criant auprès de votre clientèle cible? Deuxièmement, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que le marché que vous voulez développer a l'argent pour pouvoir venir vous payer? Je donne l'exemple tout le temps. Si tu cibles des startups, ben ça va être très, très difficile à répondre à ce critère-là parce que les startups, souvent, ce qui est limité, c'est au nombre de capital. Important de cibler un marché qui a un besoin criant, qui a le pouvoir d'achat, donc qui a vraiment les capacités monétaires de pouvoir vous payer. Troisième critère, c'est au niveau de la facilité à cibler. Okay? Est-ce que ce que vous proposez, est-ce que la clientèle cible, votre clientèle cible, est-ce que c'est facile de joindre cette clientèle cible? Je donne toujours l'exemple, si vous ciblez des multinationales, mais que vous n'avez pas de réseau développé dans ce créneau-là, ben ça va être excessivement difficile d'arriver aux décideurs. Fait que super important d'avoir ça en tête. Est-ce que ce marché-là est facile à cibler? Quatrièmement, est-ce que ce marché-là est en croissance? Fait que si vous avez un marché qui a un besoin criant, qui ont le pouvoir d'achat, que c'est facile à les cibler et qu'il y a la croissance, là, vous avez un marché qui a du fort potentiel pour votre entreprise. Je donne tout le temps l'exemple d'une fameuse formation. Okay? Si tu as fait une formation bien classique sur la gestion du temps, peut-être que tu peux vendre cette formation-là 19 $. Mais si tu vends la même formation tweakée un peu pour les professionnels de vente, bien déjà là, tu peux faire x5. Tu peux la vendre 99 $. Si tu offres une formation sur la gestion de temps pour les professionnels en vente faisant de la prospection B2B, et là, tu peux la vendre à 500 $. Puis si tu vends une formation encore plus ciblée en termes de marché sur la gestion de temps pour les professionnels en vente faisant de la prospection B2B auprès des entreprises manufacturières au Québec, ben cette formation-là, tu peux peut-être la vendre 2000 $. Tout ça pour dire que plus que vous êtes ciblé, plus que vous pouvez venir augmenter les prix. Et ça, pour votre clientèle, ça fait en sorte que non seulement leur investissement émotionnel est plus grand, la valeur perçue aussi est plus grande, les résultats sont plus grands, l'effort que le client va mettre vont être supérieurs, puis les revenus pour livrer la promesse vont être plus grands. Puis pour votre entreprise, ce que ça veut dire, c'est que premièrement, vous allez avoir plus de profit, vous allez avoir une meilleure estime de vous-même, la perception d'impact va être décuplée, le niveau de service aussi va augmenter, puis la motivation de votre équipe des ventes va être beaucoup plus grande parce que leurs incitatifs vont être par conséquent plus grands également. Un framework que j'aimerais vous partager aussi là, pour vous aider à développer votre offre, c'est le design thinking. Le design thinking, ça c'est un outil qui va vraiment vous aider à développer votre offre de service. Si je veux lancer des nouvelles formations, dans un mode plus standard, traditionnel, qu'est-ce que je ferais? C'est que peut-être pendant 2-3 mois, je viendrais sélectionner le sujet de ma formation, la clientèle cible, je viendrais détailler le cursus de formation, tout ce qui est au niveau du matériel pédagogique, les diapositives, les exercices pratiques. Et après ça, au bout de 2-3 mois, ben, je vais rentrer en phase de commercialisation pendant 2-3 mois en me croisant les doigts que mon idée va avoir du vrai succès. Si j'y vais avec une approche de design thinking, la première étape que je ferais, c'est non seulement de me demander à qui je m'adresse, mais je viendrais démontrer de l'empathie envers ces gens-là. Ce que je veux dire par là, c'est d'aller les rencontrer, d'aller les questionner, d'aller les sonder pour pouvoir vraiment définir c'est quoi leur priorité à eux. C'est la deuxième étape du design thinking. Puis un coup que tu définis c'est quoi leur priorité, mais après ça, au bout de 1 semaine, 2 semaines, tu peux avoir des exercices de brainstorm, d'idéation avec ton entreprise, avec tes collègues, tes partenaires, tes clients, pour pouvoir trouver c'est quoi les meilleures idées de formation que j'aurais à offrir. Donc, au bout de 2 semaines, je peux avoir peut-être 10, 15 idées de formation. Et là, au lieu de me dire que je vais développer l'ensemble de ces formations-là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir les prototyper. Donc, je vais venir faire un deck d'offres de services avec une proposition de formation qui vient répondre à un besoin identifié lors des consultations que j'ai faites auprès de cette clientèle cible-là. Et après ça, je vais venir tester. Donc, je vais venir présenter cette offre de service-là aux gens que j'ai rencontrés qui avaient ces problématiques-là. Et je vais leur demander, si je développe cette formation-là, en fait, à cette tarification-là, est-ce que ça vous intéresse? Donc là, au bout de 2-3 semaines, tu es capable d'avoir une itération complète de co-création avec ton client, puis peut-être même d'avoir tes premiers contrats. Mais le plus gros problème que les gens font en termes de développement d'offres,
c'est qu'il part d'une idée et avant de la prototyper, il la lance, il la construit totalement. Il investissent temps et argent pour développer ces formations-là. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient augmenter vraiment le taux de risque. Donc, le design thinking, ça peut s'appliquer tant dans le développement d'offres de produits, dans la révision de modèles d'affaires, même dans le marketing. Dans le fond, c'est une approche qui est utilisée par des Airbnb, par des Google de ce monde, par des IBM, par des Intuit, Adobe. Il existe tout plein de grandes entreprises qui utilisent ça. Snapchat aussi a connu sa croissance fulgurante grâce à tout ça, grâce au design thinking. Donc, c'est une magnifique approche pour innover, gérer le risque et s'assurer que qu'est-ce que vous allez offrir comme innovation va répondre à des vrais besoins. Ce que ça vous permet, c'est autant d'accélérer la croissance de votre business, tant au niveau de votre produit, service, modèle d'affaires, au niveau processus, mais surtout, c'est que ça vient améliorer l'efficacité de vos équipes. Parce que dans des exercices de design thinking, on vient briser les silos. Donc, on vient regrouper plusieurs expertises interdépartementales autour de la table pour s'assurer de couvrir l'angle d'un problème de toutes ses facettes. Ce qui fait en sorte que les solutions sont non seulement plus riches, mais il y a aussi une complémentarité qui fait en sorte que les solutions sont plus pertinentes, sont mieux adaptées, puis sont plus riches également. Mais le plus important, c'est qu'avec le design thinking, c'est que tu viens augmenter le taux de réussite de tes projets parce que justement, tu viens gérer le risque, puis au lieu de t'embarquer trop dans un projet rapidement, ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas venir valider tes hypothèses en cours de route et être en co-création constante avec l'utilisateur final ou le client. Je vais te donner un exemple d'une entreprise qui n'a pas fait de design thinking. Cette entreprise-là, une entreprise d'ingénieurs, 5 ingénieurs qui voulaient développer un robot pour aider les préposés aux bénéficiaires, les infirmières dans les hôpitaux dans leurs tâches quotidiennes, à donner des médicaments, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés de leur côté. Ils ont investi 5 millions de dollars dans le développement de leur robot. Puis ils sont pas allés en mode prototypage, co-création avec leurs clients. Ils ont développé ça de leur côté tout seuls. Puis au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont essayé de commercialiser ce robot-là et échec total. Ils n'avaient pas pris en considération plusieurs aspects, dont la convention collective, les syndicats et toutes les particularités de cette industrie-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'entreprise a fait faillite. Tout ça pour dire, ça c'est un exemple parmi tant d'autres d'entreprises qui injectent tellement d'argent sans valider vraiment la problématique et qui vont pas en mode co-création, prototypage, test, empathie auprès de leurs clients. À ne pas faire. Demandez-vous dans votre entreprise ou si tu veux te lancer, si tu veux augmenter la taille de ta micro-entreprise, est-ce que ce que tu proposes est vraiment désirable? Puis deuxièmement, est-ce que c'est viable? Si ça répond à ces deux critères-là, c'est là que le côté faisabilité va rentrer en jeu. Mais souvent, on part à l'envers. Dans le fond, on se dit, est-ce que c'est faisable ce que je fais? Ah, good. Est-ce qu'il y a un modèle financier? Ah oui. Ah, puis finalement, à qui je vais le vendre cette patente-là? Quand au final, on devrait s'intéresser aux humains en premier, comprendre c'est quoi leur problématique, puis s'assurer de valider si ce qu'on propose est désirable auprès de la clientèle cible. Puis le design thinking, c'est très familier avec tout ce qui est comme approche de lean, approche agile également. Mais le design thinking se situe vraiment en amont de ce processus d'innovation-là, où est-ce que là, on vient comprendre les besoins des clients, on vient définir avec précision leurs problématiques, on vient prototyper, tester, puis c'est là qu'après ça, on rentre à l'intersection du lean startup, où est-ce que là, on a une hypothèse, on vient construire, on vient tester pour valider nos hypothèses. Et un coup qu'on a une bonne adéquation entre le produit et le marché, un bon product market fit, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on rentre plus en mode agilité, où est-ce que là, on va venir livrer constamment de la valeur, on va venir produire des backlogs de fonctionnalités à venir développer, puis on va planifier en mode sprint des livraisons ponctuelles. Donc, dis-toi, comme Facebook font, t'as pas besoin de faire une grosse mise à jour à chaque fois. Il y a des mises à jour qui se font de manière automatique, comme un peu l'ensemble des SaaS de nos jours. Puis comment maximiser la valeur de votre offre? Je vous ramène à l'équation de la valeur de Alex Hormozi qui est hyper intéressante. Lui, il explique dans le fond que pour générer de la valeur, il y a 4 différentes variables. Premièrement, c'est le résultat que tu promets. Qu'est-ce que tu promets comme résultat? Multiplié par la probabilité de réalisation perçue. C'est quoi le pourcentage de chances que ce que tu promets va arriver pour vrai? Divisé par le délai, donc c'est quoi le moment entre lequel le client achète et reçoit les bénéfices, la promesse, multiplié par l'effort et le sacrifice. Donc, est-ce que le client doit faire des efforts ou est-ce qu'il doit sacrifier certains éléments pour pouvoir arriver au résultat qui est promis? Donner un exemple. Si je veux perdre du poids, il existe plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Premièrement, une solution qui est très chère, mais qui a un résultat promis et une probabilité de réalisation énorme, c'est la liposuction. Donc, ça va coûter plus cher, mais
tu es garanti que tu vas perdre du poids sans délai, sans effort et sacrifice. Mais ça coûte vraiment plus cher. Mais d'un autre côté, tu pourrais aller avec une solution qui est gratuite, qui est de se dire, OK, je vais aller m'éduquer sur le sujet, je vais aller prendre des programmes d'entraînement, des programmes de nutrition sur Internet. Mais par contre, la probabilité de réalisation perçue va être beaucoup plus faible. Et non seulement ça, le délai entre le moment où est-ce que tu vas commencer ce processus-là puis que tu vas arriver à tes résultats promis va être beaucoup plus grand. Puis il va y avoir énormément d'efforts et de sacrifices à faire aussi. Donc, vous voyez, pour le même problème, il existe plusieurs solutions. Qu'est-ce qui fait en sorte que la valeur monétaire est différente? Ben, c'est les trois autres variables. C'est pas juste la promesse. C'est est-ce que ce que vous promettez va arriver pour vrai? Donc ça, avec des témoignages, vous êtes capable de venir prouver que qu'est-ce que vous allez faire va arriver pour vrai. Et en bas de l'équation, mais le délai, le plus rapidement vous êtes capable de donner de la valeur avec le moins nombre d'efforts et de sacrifices pour vos clients, ben, plus grande va être la valeur qui est perçue, donc la valeur que vous avez, le prix que vous allez pouvoir venir charger pour votre produit et service. Et toutes les grandes entreprises ont bien compris cette équation-là, puis ont compris que oui, c'est important d'avoir un résultat premier qui est grand, puis d'avoir une probabilité de réalisation perçue qui est grande, mais c'est encore plus important de minimiser les éléments en bas de l'équation. Donc, si on pense à ChatGPT, tous les nouveaux LLM, ben écoute, les résultats de ta recherche instantanément. Probabilité de réalisation, c'est sûr que des fois ça hallucine, mais souvent l'information va être fiable, sans délai, sans effort et sacrifice. Google, même principe. Netflix, même affaire. Amazon, même principe aussi. Donc, ils ont compris pourquoi c'est important de travailler non seulement sur la promesse, mais aussi sur la rapidité, simplicité à laquelle ces solutions-là peuvent être mises en œuvre puis déployées auprès de votre clientèle. Puis il existe plusieurs types d'offres. Puis un des problèmes que j'ai vécu trop longtemps en démarrant mon entreprise, c'est que je voulais vendre le home run dès le départ. Mais c'est vraiment pas la meilleure approche. Ce qui est une bonne approche qui encore m'a été enseignée par Alex Hormozy, c'est de dire décompose ton offre en plusieurs différentes offres pour premièrement, générer une première relation avec la clientèle. Après ça, venir augmenter la valeur de ton panier moyen. Et après ça, si la personne ne veut pas, ben, tu peux offrir une offre qui est un downsell offer. Ou finalement, à la fin, ben, tu veux avoir une récurrence, donc tu viens offrir une continuity offer. Je vais vous expliquer ces 4 types d'offres-là. Premièrement, le attraction offer, c'est une offre irrésistible d'entrée qui attire des nouveaux clients avec une forte valeur perçue puis peu de risques. Ce que je veux dire par là, ça peut être un autodiagnostic, ça peut être un bonbon que tu viens leur donner, ça peut être une serviette ou un savon que tu viens leur donner gratuitement. Bref, c'est pour venir attirer des clients pour qu'ils entrent dans cette relation d'affaires-là. Par exemple, chez Bourrasque, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait un formulaire d'autodiagnostic 360, donc il y a 6 questionnaires pour évaluer la performance des ventes, de la stratégie, ressources humaines, opérations, numériques, et également financier. Donc, le client remplit par lui-même gratuitement son autodiagnostic et par la suite, ben, nous, ça nous permet de savoir si on peut l'aider à avoir une croissance dans les différents éléments qui scorent le moins fort. Deuxième type d'offre, c'est un upsell offer. Donc, un coup, vous avez votre première offre d'offerte, ben, c'est une offre premium ou complémentaire qui vient augmenter la valeur d'un panier après une première transaction. Donc, par exemple, ça pourrait être un programme d'accompagnement RH pour structurer les processus de recrutement et de rétention. Suite à votre attraction offer, si vous présentez votre upsell offer puis que le client ne s'intéresse pas, ben, ayez en tête un downsell offer. Donc, c'est une offre un petit peu plus accessible pour les clients qui ont des budgets plus minimes ou qui ont moins de temps. Mais au moins, ça fait en sorte que tu ne laisses jamais de l'argent sur la table. Puis finalement, un coup que tu as fait ces 3 premières offres-là, ben à la fin, tu t'offres une offre récurrente, un continuity offer. Ça peut être par abonnement qui peut générer des revenus stables et fidélisant les clients. Donc, ça peut être un club RH, un accès à une communauté, accès à des capsules vidéo, etc. Ou des serviettes que tu reçois à chaque mois ou, par exemple, le Dollar Shave Club où est-ce que là, tu reçois toujours tes rasoirs à chaque mois. Donc, ça fait en sorte que tu gardes la relation avec ton... Donc, super important de prendre votre offre globale, mais de venir la décomposer et de venir la moduler également. Surtout aussi, ce qui est important à comprendre, c'est que qu'est-ce que vous voulez offrir comme valeur à votre clientèle? Il faut que ça soit supérieur au prix que le client va venir payer. Par exemple, si je vends un programme d'accompagnement partenaire croissance innovation chez Bourrasque Innovation, ça leur coûte 10 000 $ pour le programme. Ben, il faut qu'au moins il y ait un retour sur investissement supérieur à 10 000 $ si tu veux que le client soit vraiment satisfait. Puis ça va faire en sorte que plus que tu donnes de valeur par rapport au prix que le client est prêt à payer,
ben, il va en parler à d'autres personnes, ça va attirer des références, que ça va faire en sorte que tu vas avoir une croissance dans ton entreprise. Un exemple d'offre, en fait, qu'on utilise chez Bourrasque Innovation avec tout l'ensemble des différentes composantes de notre offre de service. Donc, il y a la page couverture, tu as l'agenda, tu as le contexte qui vient expliquer exactement comment on en est venu à déposer une offre de service, les objectifs du mandat très, très précis pour cibler c'est quoi le résultat positif espéré du client, un one-pager de Bourrasque Innovation pour venir expliquer c'est quoi notre notoriété aussi, notre expertise, puis prouver qu'on a travaillé avec plus de 100 clients dans le public, dans le privé, avec des organismes de renom. Par la suite, l'équipe de projet. Et après ça, le plan de projet. Puis ici, c'est ça que je trouve super important. Les gens disent souvent, on veut avoir du revenu récurrent facilement. Mais au final, quand tu commences, c'est pas ça que tu veux vraiment avoir. Le revenu récurrent vient souvent à la fin, OK? Ce que tu veux venir avoir, c'est que tu veux venir avoir une offre qui est scopée, qui amène beaucoup de valeur à ton client, puis qui va avoir beaucoup plus de retour que qu'est-ce que tu vas venir lui offrir. Et moi, pour ça, j'aime bien être ultra transparent avec mes clients, puis de venir expliquer vraiment toutes les différentes phases du projet. Pour chacune des phases, expliquer l'objectif, la durée de cette phase-là, puis après ça, venir lister toutes les tâches. Donc, je donne tout le plan de match au client avant même qu'il signe pour lui prouver que je vais être capable d'y arriver. Puis non seulement ça, de lui être honnête, transparent sur voici ce que je vais travailler, puis je vais pas déborder de tout ça. Si jamais je mets plus d'heures, ça va être de ma responsabilité. Mais comme ça, le client ne va pas s'attendre à des frais cachés qui va venir le faire capoter un petit peu. Après ça, je viens expliquer c'est quoi les livrables. Je fais une planification dans un mode Gantt. Et après ça, j'explique c'est quoi notre approche, le design thinking et aussi tous les outils d'intelligence artificielle, les bénéfices de notre approche, pourquoi venir choisir Bourrasque Innovation. Je viens mettre des témoignages pour venir renforcer le point de probabilité de réalisation perçue. Je viens mettre la proposition financière et les termes et conditions, ce qui fait en sorte que j'ai une offre de service qui est complète et qui m'a permis de générer des centaines de milliers de dollars dans les dernières années. Maintenant, au niveau du marketing, c'est bien beau. Premièrement, vous avez votre offre, donc vous avez utilisé le design thinking, comprendre les besoins des clients, prototyper des premières versions, déposer des offres. Parfait. Maintenant, un coup que vous avez votre offre, il faut la faire savoir à tout le monde. OK? Puis, vous allez jamais faire assez de marketing. OK? Le but, selon moi, c'est d'arriver avec tellement de volume qu'à travers tout ce volume-là, la qualité va arriver. Mais souvent, en débutant, ce que je vois chez les nouveaux entrepreneurs, c'est qu'ils essayent d'avoir les contenus parfaits. Quand au final, la perfection tue le progrès. Ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de volume, ce qui va faire en sorte qu'après le volume, vous allez comprendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux, vous allez pouvoir adapter le tout pour pouvoir apprendre mieux et faire du meilleur contenu. Mais bref, c'est une question de quantité. Première question que tu devrais te poser, c'est pourquoi les gens devraient t'écouter? Qu'est-ce que tu as de si unique? Qu'est-ce que tu as accompli dans la vie qui intéresse vraiment les gens? Vaut mieux prendre 5 ans à avoir une vie épique puis d'avoir des choses à raconter puis après ça faire du marketing que de juste commencer à faire du marketing vide de sens pendant 5 ans. Puis vous allez voir, ça va pas mener à des résultats vraiment intéressants. Fait que première question à te poser, pourquoi les gens devraient t'écouter? Qu'est-ce que tu as de si unique? Qu'est-ce que tu as fait qui est significatif, qui va faire en sorte que les gens seraient prêts à t'écouter puis vont le trouver intéressant? Souvent, les gens penseraient qu'il faut uniquement parler de ton offre. Mais ça, pas que c'est pas important, mais c'est seulement une des composantes de ton branding. Le branding, c'est beaucoup plus large que ça. C'est premièrement, quel est ton parcours? De où tu viens? C'est quoi ton histoire? Deuxièmement, c'est quoi tes valeurs? Puis les valeurs, je veux pas dire c'est quoi les valeurs que tu vas mettre sur le site web puis que tu vas dire à tout le monde que tu vis par ces valeurs-là. Non, non, vraiment, c'est quoi les valeurs qui guident vraiment ton comportement, qui guident tes actions au day-to-day? Comme par exemple, moi, c'est la rigueur, l'excellence, le positivisme, la curiosité et aussi l'apprentissage continu. Et troisièmement, tu dois voir aussi c'est quoi tes croyances, en quoi tu crois, OK? Puis après ça, c'est là que tu peux venir parler de ton offre. Mais quand tu vas avoir vraiment ces 4 volets-là de bien expliquer, de bien compris pour toi-même, ça va être beaucoup plus simple d'avoir un branding qui va être authentique, qui va rayonner, qui va attirer aussi des prospects qui sont alignés avec toi en termes de valeurs et de croyances. Il y a 4 différentes manières, selon Alex Hormozy, de venir faire du marketing ou de vendre ses produits. OK? Tu peux faire du warm outreach. Fait que qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de parler à ton entourage, de demander est-ce qu'ils connaissent des gens
qui seraient intéressés aux produits ou services que tu proposes. Deuxièmement, tu as du cold outreach. Fait que ça, c'est que tu appelles ou tu envoies des courriels ou tu envoies des messages à des inconnus dans ta clientèle cible. Après ça, tu peux soit développer du contenu gratuitement sur les réseaux sociaux ou tu peux faire de la publicité. Basically, c'est ces 4 différentes manières-là. Dans le cadre de cette vidéo, je vais être plus en lien avec tout ce qui est plus cold outreach puis post-free content. C'est toutes les tactiques que j'ai le plus utilisées dans mon entreprise qui ont le mieux fonctionné. Mais au final, toutes ces façons-là peuvent fonctionner. Mais en débutant, ils peuvent pas toutes fonctionner. Pour réussir comme micro-entreprise, c'est hyper important d'être focus, d'être laser focus. OK? Ça, ce que je veux dire par là, d'avoir une offre de produit à une clientèle cible précise, puis d'utiliser un ou deux canaux ou deux moyens de communication auprès de ces gens-là pour pouvoir les rejoindre. Publier du contenu, mais publier du contenu, ce que ça te permet de faire, c'est d'être beaucoup plus scalable que la prospection directe. Et ça vient jouer autant sur ton branding, donc ton branding personnel, donc ta réputation. Mais non seulement ça, c'est que tu peux venir parler à plein de gens en un seul moment. Mais l'autre côté qui est moins intéressant, c'est que c'est un petit peu moins personnalisable que la prospection directe. Mais comme avantage, ça vient de créer une audience qui est chaude, puis qui rend toutes les autres formes de marketing beaucoup plus efficaces. C'est très rentable aussi. Je te dirais que c'est le meilleur levier de croissance organique. Mais dans ces inconvénients, difficile à personnaliser, il y a beaucoup de compétition de nos jours, ça demande beaucoup d'innovation constamment, puis si tu es bon, ben nécessairement tu vas être copié parce que c'est diffusé at large. Partager un peu la structure d'un contenu qui est très performant. Il y a 3 différents volets. Premièrement, un hook, donc la première ligne que tu vas mettre, c'est la plus importante. Si tu n'arrives pas à accrocher l'attention de tes auditeurs dès le départ, les gens vont juste swipe à la prochaine publication. Deuxièmement, le retainer pour retenir les gens. Donc, un coup que tu as le hook, après ça, tu vas venir expliquer, donner de la valeur le plus possible. Ça peut être via des listes, via des étapes ou via une histoire, le storytelling. Et finalement, tu vas venir donner la récompense, donc qui est un peu de tenir la promesse du hook, d'apporter de la valeur le plus rapidement possible et finalement de mettre un call to action qui mène directement vers un lead magnet. Ici, je vais vous montrer à l'écran quelques publications qui ont vraiment bien performé chez Bourrasque Innovation. Il y en a qui m'ont permis de générer des centaines de milliers de dollars aussi, notamment tout ce qui est du lead magnet. Mais vous pouvez voir, ce qui est important dans les réseaux sociaux, c'est pas juste de parler de votre offre. Les gens veulent connecter, veulent savoir à qui ils ont affaire. Puis ça, en expliquant votre histoire, en expliquant vos difficultés, mais pas juste en se plaignant, mais en expliquant comment vous êtes arrivé à surmonter ces difficultés-là. Vous pouvez voir, je parle de moments que j'ai démissionné de CJE, j'ai raconté toute mon histoire professionnelle. Il y a un autre moment que là, j'explique que je suis ultra-marathonien, que j'ai fait mon premier ultra cet été. Un autre qui explique comment j'ai généré plus de 400 000 $ de revenus pour mes clients à l'aide d'un outil, le Lead Magnet. Après ça, un autre que j'explique mon histoire de sobriété et un autre que j'explique un petit peu ma vision des choses qui se retrouve plus à être au niveau des croyances aussi dans l'aspect de branding que je vous parlais tout à l'heure. Pour performer sur les réseaux sociaux, si vous êtes en lancement, je vous conseille de commencer avec des contenus courts. C'est ça qui va plus accrocher les gens. Puis parler des choses que vous faites. Arrêtez d'essayer d'inventer ou de copier ce que les autres font. OK? Puis faites du contenu pas pour vos amis, pour vraiment des inconnus, pour vos clients cibles. Puis au final, une formule gagnante, c'est d'avoir un bon hook, une curiosité qui est entretenue, puis une récompense qui est claire. Puis si vous dites tout le temps, à chaque fois que je crée du contenu, comment je peux venir générer le maximum de valeur pour mes clients, ben c'est là que vous allez avoir vraiment gagné. Maintenant, au niveau des ventes. Les ventes, c'est hyper important. L'argent dans une entreprise, c'est comme le sang dans le corps. Si tu n'en as pas, l'entreprise meurt. Super important, si vous êtes en vente B2B, donc vous vendez à d'autres entreprises, je vous recommande fortement d'avoir un CRM, notamment un CRM comme Zoho. On adore Zoho, on en a essayé tout plein de CRM Zoho. Honnêtement, rapport qualité-prix, fonctionnalité, c'est absolument incroyable. Et qu'est-ce que ça vous permet, le CRM? C'est d'avoir, premièrement, une vue de l'ensemble de vos contacts et de vos prospects, d'avoir aussi l'ensemble de vos tâches de développement des affaires loguées à un seul endroit, centralisé pour vous faciliter la tâche, et par la suite, d'avoir une vue aussi sur l'ensemble de vos opportunités. Ce qui fait en sorte que quand je me lève le matin puis je dois faire des tâches de développement des affaires, bien, je viens me loguer dans mon CRM,
je viens regarder tout mon funnel d'opportunités, mes différentes tâches, puis ça me structure énormément, ça facilite le tout. Puis comment vendre, encore une fois, mon bon ami Hormozy, un framework qui est hallucinant pour vendre. Puis en gros, ce framework-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que avant de proposer la solution, faut que tu t'assures de vraiment comprendre pourquoi la personne est là, quels sont ses défis, qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé qui n'a pas bien fonctionné, et après ça, tu introduis l'offre de service. OK? Mais trop souvent, les gens qui débutent en vente commencent uniquement par pitcher c'est quoi la solution et ils se croisent les doigts que ça fonctionne, puis malheureusement, ça fonctionne pas. Donc, le framework va comme ci, closer. Donc, le C pour clarify why they are there. Donc, pourquoi les gens sont devant toi? C'est quoi leur problème? Qu'est-ce qu'ils ont à résoudre? Deuxièmement, label them with a problem. Donc, un coup qu'ils te partagent c'est quoi leur problématique, reformule dans tes propres mots quelles sont leurs problématiques. Et assure-toi d'être vraiment aligné, d'avoir une compréhension commune là, avec les problématiques de ton prospect. Avant même là, de parler de la solution, regarde overview their past experience. Okay? Regarde toutes les anciennes expériences qu'ils ont eues, qu'est-ce qu'ils ont testé, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné et tout. L'idée, c'est de vraiment parcourir avec le client potentiel toutes les affaires qui ont mal été, puis lui rappeler à quel point il n'y a plus tant d'options, sauf que la nouvelle option, la solution que tu vas venir leur proposer, ce qui mène à la prochaine étape, sell the vacation. Donc là, l'idée, ici, c'est pas de vendre le processus, c'est de vendre la destination, de vendre le résultat premier. Puis un coup que tu vends ça, après ça, là, vont venir les objections. Fait que là, tu dois explain away their concerns. Donc, tu dois pas éviter, tu dois adresser les objections. Et après ça, à la fin, un coup qui ont accepté, tu reinforce their decisions. Donc, tu t'assures que tu leur rappelles qu'ils ont fait la bonne affaire, qu'ils sont vraiment dans la bonne direction puis qu'ils vont avoir les résultats promis s'ils font X, Y, Z. C'est fou la vente. Les gens achètent pas ton produit, ils achètent la transformation. Fait qu'il faut que tu vendes le résultat. Puis si tu es convaincu, tu vas venir convaincant. Mais si tu n'es pas convaincu, tu ne seras jamais convaincant. C'est pour ça qu'il faut être très rigoureux dans ta préparation, s'assurer de vraiment faire tes devoirs. C'est fou comment un 15 minutes de préparation avant une rencontre de vente peut faire toute la différence. Ce que je te recommande, c'est d'aller vraiment regarder tout le profil de la personne, d'aller regarder son entreprise, de prendre 5 bullet points personnalisés d'observations que tu as eues qui fait en sorte que tu vas prouver à l'autre personne que tu cares, que c'est important pour toi. Et utilise les témoignages, les garanties aussi pour augmenter le taux de réalisation, la probabilité de réalisation perçue par ce que tu viens venir offrir. C'est incroyable en vente comment la tonalité est plus importante que qu'est-ce que tu viens dire. Donc, le ton veut tout dire. Puis, utilise aussi un langage hyper simple, un langage là, de enfants de 5e, 6e année du primaire. Okay? Puis, la tonalité puis le rythme, au lieu d'être tout le temps monotone sur le même ton, essaye de varier l'intensité, de prendre des pauses, de poser tes mots. Ça fait toute la différence aussi. Tu arrives avec des exemples concrets. Les gens sont plus capables de se visualiser des concepts lorsque tu leur amènes des aspects concrets. Puis souvent, les gens sont tellement stressés qu'ils agissent plus comme eux-mêmes. Mais au final, on est tous des humains. Fait que agissez comme des humains dans ce processus de vente-là. Un bon closing, c'est quand le client se convainc par lui-même. Tu sais, des fois, ça peut être même bon de dire au client, écoute, monsieur le client, peut-être que c'est pas fait pour vous. Puis plus que tu fais ça, plus que c'est du push-pull. Fait que là, tu vas retirer, mais le client, il va dire, crime, il veut pas la vente à tout prix. Je pense que de pas vouloir la vente à tout prix fait en sorte que tu vas plus l'avoir également. Puis d'avoir un effet de rareté aussi, ça peut créer une urgence qui est très réelle. Puis de garder son calme aussi, d'être très calme. Au début, moi, j'étais trop surexcité et tout, mais quand tu es vraiment calme, quand tu es confiant de qu'est-ce que tu vends va avoir les résultats, le reste devrait suivre aussi très facilement. C'est aussi simple, je te dirais, de vendre quelque chose à 10 000 qu'à 1 000 si la valeur perçue est vraiment 10 fois supérieure. Mais le nombre de fois que je me suis gossé à essayer de vendre quelque chose à 500 quand après ça, j'essayais de vendre quelque chose à 30 000 puis ça allait aussi simplement, plus facilement même des fois. Donc, c'est fou comment des fois le premium, ça vient à l'aspect tantôt que je parlais sur l'offre puis à quel point si ton offre est très, très ciblée en termes de marché, plus grandes vont être le taux de réalisation perçu aussi. Puis essaye de vendre une transformation qui est mesurable et d'avoir de la rigueur, des preuves, des résultats, puis d'être fier aussi de qu'est-ce que tu viens faire.
Tout ça, ça va venir t'aider à venir vendre. Puis, il faut pas oublier non plus que la vente, in the end, c'est toute une question de volume, comme le marketing. Plus que tu vas en faire, meilleur tu vas être aussi. Meilleur tu vas comprendre c'est quoi les objections des clients, puis tu vas pouvoir ajuster ton discours en cours de route pour faire en sorte que tu comprends d'avance les objections et tu vas pouvoir venir les surmonter aussi d'avance. Mais souvent, les gens abandonnent trop rapidement. Quand au final, c'est juste une question de volume et de constance. Et même, je te recommande, dans des conversations de vente, là, de ne pas parler plus de 20% du temps. 80% du temps, tu devrais être en mode écoute active auprès de ta clientèle, puis d'avoir une constance. La constance, la rigueur, le volume va venir t'amener où est-ce que tu veux aller à atteindre tes objectifs. Pour vendre, la fameuse notion de lead magnet, j'aimerais ça vous en parler. Sûrement qu'il y en a qui sont déjà allés chez Costco. Chez Costco, qu'est-ce qu'ils font? Ben, il y a plein de petits kiosques parce que là, ils te font goûter à plein de nouveaux produits. Puis ils sont pas niaiseux, ils savent pourquoi ils font ça. C'est que dans le fond, ils viennent donner une valeur gratuite pour après ça inciter les gens à acheter le produit. C'est le même principe aussi qui peut arriver lorsque tu travailles en organisation puis que tu vends un service. Donc, je vais te montrer un exemple. Le prospect de cette entreprise-là, qui est une entreprise manufacturière, va venir remplir un questionnaire de 10 questions. OK? Ce questionnaire-là de 10 questions va lui permettre de générer un rapport personnalisé selon le client qui va venir mettre en valeur c'est quoi le coût d'inaction de ce client-là, c'est quoi le coût d'opportunité. Donc, le coût d'opportunité pour ce client-là, 736 000 $. Et tu viens voir ici, c'est quoi un peu le portrait de son excellence opérationnelle et de l'innovation et des technologies. Et après ça, tu vas venir voir les scores par différentes thématiques. Tu vas venir voir après ça le détail du coût d'inaction avec les pourcentages pour chacun des différents volets avec les montants estimés. Et tu viens voir après ça des recommandations stratégiques pour le client en fonction de son environnement, de son contexte, une synthèse des opportunités, puis à la fin, les cadres de référence et méthodologies utilisées pour générer ce rapport-là. Ce genre d'outil-là, ça a aidé à mes clients à générer plus de 400 000 $ de revenus parce que cet outil-là est gratuit pour leurs prospects et après ça, tu viens de donner de la valeur upfront avant même de commencer une relation d'affaires. Ce qui fait en sorte que le client, il reçoit tellement de valeur, il se dit, ben là, si je reçois tellement de valeur avant même de commencer, j'imagine même pas qu'est-ce que ça va être par la suite aussi. Donc, ça a fonctionné dans plusieurs industries. Si jamais vous voulez que je vous accompagne pour en créer un, allez dans le lien en commentaire, je vais pouvoir vous expliquer comment en procéder puis comment je pourrais vous aider à créer ce genre d'outil-là. Au niveau de la stratégie, OK? Là, on a parlé comment créer une bonne offre, comment la marketer, comment vendre notre offre, mais après ça, il y a aussi plus global que ça. De voir dans votre entreprise comment venir planifier la croissance de votre entreprise. C'est là que vient utiliser un outil qu'on utilise souvent qui s'appelle la carte stratégique. Premièrement, il y a l'identité stratégique de l'entreprise, donc sa mission, sa vision, ses valeurs. Après ça, il y a tout au niveau du positionnement stratégique. Comment l'entreprise se positionne par rapport aux concurrents dans son industrie. Donc là, il y a la clientèle cible, il y a la concurrence et après ça, il y a qu'est-ce qui vient nous distinguer comme entreprise. Par la suite, l'outil vient dire, OK, c'est quoi là, mes défis prioritaires? Donc, dans mon cas, il y a un an, l'idée, c'était de dire, j'ai un défi avec les ventes, avec l'offre, avec l'équipe. Parfait. Maintenant, je vais venir adresser tout ça. Donc, l'objectif stratégique 1, c'était d'augmenter les revenus. Donc, un coup qu'on définit c'est quoi l'objectif, on vient définir précisément c'est quoi les indicateurs de succès. Et après ça, qu'est-ce que je vais avoir besoin pour atteindre ces objectifs-là? Donc là, vous pouvez voir comme indicateur de succès, il y a les ventes, le nombre de contrats gagnés, nombre de services envoyés, nombre de rendez-vous exploratoires, nombre de réponses, nombre de courriels envoyés, nombre d'impressions sur les réseaux sociaux. Et après ça, on peut venir voir tous les différents projets qui viennent soutenir ça avec un horizon temporel. Donc, c'est hyper important à venir faire comme exercice parce que comme ça vient guider un peu l'ensemble des projets stratégiques qui devront être faits pour atteindre les objectifs qu'on vient se fixer dans une entreprise. OK? Fait que c'est super important, un coup que vous avez votre offre qui est bien définie, une fois que vous avez vos bonnes stratégies de marketing et tout, d'avoir un portrait global de où est-ce qu'on veut se rendre, quels sont nos plus gros défis, puis comment on va venir adresser ces différents défis-là à partir d'indicateurs précis.
Donc, après ça, semaine après semaine, mois après mois, tu es capable de savoir, OK, ben là, je m'étais mis comme cible ce mois-ci d'avoir 40 000 de revenus. Parfait. J'ai eu combien de dollars de revenus? OK, j'ai eu 35 000 de revenus. Good. Combien j'ai fait de rencontres exploratoires? Combien j'ai eu de leads qualifiés? Combien j'ai déposé d'offres? Ça a été quoi mon taux de closing? Puis en fonction de tous ces indicateurs-là, on est capable de venir préciser où est-ce qu'on doit venir mettre plus d'efforts pour venir atteindre nos objectifs. Donc, hyper importante, la stratégie d'affaires, c'est un peu qu'est-ce qui vient guider l'ensemble de votre entreprise pour la prochaine année. Et finalement, ben après ça, on se demande, OK, mais comment le numérique peut nous aider à atteindre nos objectifs? Mais souvent, les gens vont commencer par le numérique, ils voient une nouvelle patente, une nouvelle bébelle d'outils AI qui vient d'arriver, puis ils veulent tout de suite s'y lancer. Mais wow. Faut se demander où est-ce qu'on veut se rendre, c'est quoi nos priorités, c'est quoi nos défis, puis après ça, le numérique peut venir nous aider. Dans la préhistoire, savais-tu qu'un chasseur était capable de nourrir 4 à 5 personnes par semaine? Dans la révolution agricole, une personne pouvait nourrir de 8 à 10 personnes par semaine. Au Moyen Âge, une personne pouvait nourrir pour une semaine 9 à 12 personnes. Durant la révolution industrielle, une personne pouvait nourrir en une semaine 50 à 100 personnes. Au 20e siècle, un agriculteur pouvait nourrir pendant une semaine de 20 à 500 personnes et aujourd'hui, plus de 1000 personnes. Fait que c'est ça la transformation numérique. C'est que ça permet de faire plus avec moins, d'augmenter la productivité. Puis qu'est-ce qui est important dans le terme transformation numérique? Ben, c'est le terme transformation. Parce que le numérique est juste un moyen, OK? C'est un moyen pour venir nous aider à atteindre nos objectifs, de gagner en efficacité. Mais il faut s'assurer de comprendre que votre transformation numérique est unique, tant au niveau de l'axe de transformation, au niveau des paliers de transformation, de domaine, ainsi que la maturité numérique. Donc, c'est se demander, est-ce que tu veux venir optimiser ce qui existe déjà ou tu veux vraiment venir créer de la valeur à 100%? Puis encore là, où est-ce que tu te situes dans ta transformation numérique, dans ta micro-entreprise? Est-ce que c'est au niveau des composantes? Est-ce que c'est plus au niveau des processus, des modèles d'affaires, de la vision organisationnelle? Puis après aussi, c'est se demander, c'est quoi les différents domaines de transformation? Est-ce que c'est plus au niveau logistique, gestion de la relation client, opération, vente et marketing, ressources humaines, finance et comptabilité ou de manière transversale, les sciences de la donnée? Et pour ça, on a développé un outil chez Bourrasque Innovation. Si jamais tu veux faire ton propre diagnostic numérique, rendez-vous sur bourrasqueinnovation.com dans la section diagnostic 360. C'est gratuit. Tu peux venir remplir le questionnaire puis avoir accès à ton rapport de performance numérique. OK? Ça te permet de savoir, bien, au niveau de la stratégie, au niveau de l'infra, des outils, de la sécurité, de la gestion des données, la culture, de la compétence numérique, l'expérience client, marketing numérique, l'efficacité et l'automatisation, où est-ce que tu te situes? C'est drôle comment, dans le temps, mes grands-parents, ils m'expliquaient toujours ça. Quand ils allaient à la caisse Desjardins, à la caisse populaire, ben, il y avait des milliers, pas des milliers, il y avait genre une dizaine de caissiers qui étaient là pour faire des tâches qui aujourd'hui sont faites par des ATM. OK? J'imagine même pas qu'est-ce que ça va être dans 50 ans avec les robots et avec la montée en flèche du AI. Mais tout ça pour dire que le monde se transforme, puis le changement, c'est la seule constance dans notre univers. Ce que je trouve dommage, c'est qu'au Canada, dans les 10 dernières années, on a été le pays qui a eu la plus faible augmentation de croissance économique. On parle de 0,5% de croissance économique dans les 10 dernières années. Fait que c'est le temps qu'on wake up, là. C'est le temps vraiment qu'on fasse quelque chose. Puis en plus, à Montréal, on a accès à des talents incroyables en termes d'intelligence artificielle. Je pense à Joshua Bengioui et plein d'autres leaders en termes d'AI. C'est le temps qu'on se réveille, puis on a les capacités pour pouvoir y arriver. C'est juste qu'il faut s'y intéresser, puis il faut embarquer dans le changement au lieu d'essayer de le fuir. Puis ici, voici une approche standard là, de transformation numérique que j'utilise quand j'accompagne mes clients, que vous allez pouvoir faire aussi dans votre micro-entreprise. Ben, premièrement, tu fais l'inventaire rapide là, de toutes les différentes solutions technologiques que tu as dans l'entreprise. Ton niveau de maturité TI, donc tu peux remplir le questionnaire sur notre site web et tu viens évaluer les processus de ton entreprise d'un niveau de 1 à 5. Deuxièmement, un coup que tu fais ça, ben, définis tes propres besoins prioritaires.
Donc, si vous êtes avec des partenaires, essayez de sonder les différents employés dans l'entreprise, comprendre c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs défis, cartographier les technologies que vous souhaiteriez avoir et après ça, faire une planification sur la prochaine année, dire, OK, ça va être quoi les recommandations de solutions technologiques que je veux avoir, ça va être quoi le coût de ces composantes-là, ça va être quoi les ressources et les coûts pour assurer la pérennité, donc tous les frais récurrents, la feuille de route numérique, puis par la suite, tu adresses à la fois la gestion de projet et la gestion du changement. Donc, si je récapitule dans la vidéo, ce qu'on a vu, c'est comment comprendre ton expertise pour accélérer le développement ou le lancement de ta micro-entreprise, comment créer une offre de service irrésistible qui va te permettre de générer des centaines de milliers de dollars, comment te vendre sur les réseaux sociaux, comment faire du marketing qui convainc, qui attire des clients, comment vendre sans avoir l'impression de vendre, c'est quoi les meilleurs trucs et astuces. On a vu également comment la stratégie de croissance était super importante pour vous aider à développer votre entreprise. On a vu aussi comment utiliser le numérique comme levier de performance dans votre organisation. Si tu veux accélérer le développement de ta micro-entreprise, tu ne sais pas trop par où y arriver, je t'invite à réserver une rencontre exploratoire dès maintenant avec moi, te connecter avec moi sur LinkedIn et même évaluer gratuitement la performance de ta micro-entreprise via notre diagnostic 360. Une chose est certaine, l'entrepreneuriat, c'est pas pour les doux, mais c'est le meilleur moteur de développement professionnel et personnel. C'est absolument incroyable comme aventure. Oui, c'est un roller coaster d'émotions, mais c'est aussi un sentiment d'accomplissement, de satisfaction énorme. Donc, je crois en toi. Si tu suis tous les conseils que je t'ai lancés aujourd'hui, je suis sûr que tu vas réussir. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. À bientôt!